Yvon Dallaire, bonjour. Bonjour Eliane. Quel plaisir de vous accueillir sur notre Web TV qui commence déjà là maintenant, on est super heureux et on va vous poser des questions parce que vous allez avoir un sujet qui est récurrent, c'est comment être heureux en étant célibataire mais en voulant rencontrer quelqu'un. Comment on fait, Yvon? Je suis la première à demander, dites-moi. Bon, et comment on fait? Il s'agit de regarder autour de soi, puisque d'après les statistiques, oui, il y aurait au moins 40% de la population qui vit seule. Mais c'est énorme, ça! Donc, il y a autant de femmes et d'hommes. Donc, ce que moi j'appelle le marché de l'amour et de la sexualité, c'est rempli de personnes disponibles et disposées. D'ailleurs, c'est pour ça que les sites Internet sont remplis. Oui, ils sont remplis, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la qualité. C'est souvent, malheureusement, le cas, et c'est prouvé que les rencontres créées par site Internet ne réussissent pas mieux que les rencontres faites au hasard. D'accord. Alors, vous avez écrit de nombreux livres, une trentaine au total, ce qui est quand même prolifique. Hein. Vous avez là, j'ai par exemple « Homme est toujours fier de l'être ». Là, je vois « S'aimer longtemps » avec Yvon Dallaire, donc chez Option. Donc ça, Option Santé. Option Santé. Pour que l'amour et la sexualité ne meurent pas, c'est vrai que souvent en couple, à un moment donné, la femme va coucher, elle a fait des gamins, elle a plus envie de faire l'amour. Ben, c'est ça, au début c'est la passion, et les femmes et les hommes sont dans l'amour, la communication, l'affection, la sexualité. On parle, comme on dit chez nous, on placote. Ici vous dites... On placote? Oui, ici vous papotez. Vous papotez, voilà, vous et on fait l'amour à tout continuellement. Et ça dure quelques mois, quelques années, 2 ans tout au plus. 2 ans tout au plus. D'ailleurs, notre voisin français, Becbédé, disait que l'amour dure 3 ans. C'est ça. Mais Becbédé n'a rien compris à l'amour. C'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est la passion. C'est ça. Et la passion, et tranquillement, ça descend tranquillement. Et l'amour, c'est ce qui va se construire ou non au fur et à mesure que je vais découvrir la sorcière qui s'est déguisée en princesse et le crapaud qui était présenté comme un prince charmant. Mais il faut savoir que le mot sorcellerie veut dire sagesse et connaissance. Les hommes brûlaient les sorcières parce qu'ils refusaient d'être influencés par elles. C'est vrai, c'est juste. Et un crapaud, c'est une belle manifestation de la vie. Pas faux. C'est un animal qui a ses caractéristiques. Et si vous avez déjà vu le film d'animation de Disney, La grenouille et la princesse, oui, le jour où le crapaud réussit à convaincre la princesse de l'embrasser, elle se transforme en grenouille. Pour la grenouille, le crapaud, c'est le prince charmant. C'est le même, au même niveau. Alors, expliquez-moi, quels sont les trucs pour... les trucs. Ben non, mais moi je veux des trucs, parce que je suis célibataire, alors j'aimerais bien trouver ma perle, peut-être, qui sait. Il y a une étude qui a été faite, parce que dans le processus de séduction, il y a 5 étapes. Hein? D'accord. Première étape, c'est d'attirer l'attention. Oui. Deuxième étape, c'est qu'à un moment donné, nos regards se croisent et on se sourit. Et la troisième étape, c'est l'entrée en matière. Et comment on entre en matière? Quelle est la phrase presque miracle qui fait que la conversation risque de durer plus de 4 minutes par la suite? Il y a des gens qui essaient de trouver toutes sortes de formules plus ou moins fantastiques, alors que le plus simple, c'est d'être soi-même, c'est d'être spontané, c'est d'être authentique. Absolument. Et de dire quelque chose comme « J'aimerais beaucoup faire votre connaissance en tendant la main ». Ben, c'est tout simple. Hein? C'est tout simple. Bonjour. Oui, j'aimerais beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, on a déjà un truc. 82% de probabilité que la relation aille plus loin que les 4 minutes fatidiques de la majorité des relations humaines. Évidemment, la quatrième étape, c'est, il faut se parler, on continue, mais finalement, le contenu de ce qu'on se dit après est plus ou moins important, puisqu'il y a des choses qui se sont passées au niveau de l'attraction, oui, au niveau de la biochimie, les phéromones, il y a une attirance, on est un petit peu mal à l'aise, on ne veut pas aller trop vite, mais on ne veut pas... Oui, pas exactement. Mais après, il y a aussi une question d'âge. Je veux dire, à 20 ans, on ne va pas réagir de la même manière qu'à 30, à 50 ou à 60. J'espère bien. Les objectifs ne sont pas les mêmes non plus. Et plus on est jeune, plus on recherche la passion. C'est ça. Plus on est âgé, oui, on peut rechercher encore de l'excitation, de la passion, oui, mais on cherche aussi, pas seulement un amant pour la nuit, on cherche un amant pour la vie. C'est ça. Enfin, si on veut. Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Au vu, moi, si je devais prendre mon expérience, c'est parce que c'est bien de donner des choses qui sont factuelles pour le téléspectateur. Moi, je dirais que qu'est-ce qui fait que
on attire ou on n'attire pas. Personnellement, j'ai juste la sensation que je fais peur aux gens, je ne sais pas. Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. C'est pourquoi? Parce que ça se passe au niveau biochimique. Ok. Nos gènes ont trouvé des moyens de se communiquer entre eux. Sans parole. Sans parole. Ils utilisent Internet, eux autres, depuis des milliards d'années. Et c'est pour ça que les contraires s'attirent. Okay. Parce que pour former un bon produit de reproduction, il faut que les codes génétiques soient différents. C'est pour ça qu'on dit les contraires s'attirent. Mais quelque part, au-delà de l'attirance sexuelle, au-delà de l'attirance physique, il faut, pour être capable de vivre en harmonie, que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Okay. Alors, au niveau génétique, au niveau des phéromones, vous dégagez quelque chose, une odeur qui va influencer positivement ou négativement les personnes qui sont autour de vous. Alors, quand les deux odeurs, les deux nez se rencontrent et qu'on adore cette odeur-là, que les gènes ont utilisé pour se communiquer des choses, à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut aller un peu plus loin. Okay. Et pour être, comme je disais, pour vivre en harmonie, bien, à ce moment-là, comme la psychologie populaire le dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est vrai? Oui, c'est pour ça qu'il y a un paradoxe. Les contraires s'attirent, mais c'est au niveau génétique, mais au niveau psycho-émotif, il faut qu'on ait sensiblement la même philosophie de vie, les mêmes projets. Non, non, parce que sinon, vivre avec un clone de soi-même, je m'aime bien, mais disons que... mais bon, à un moment donné, on s'ennuie. Ah oui. On est d'accord. Alors que... dans la glace, c'est bon. C'est ça. Alors que le couple, qui est un creuset pour générer des crises, va nous permettre de nous confronter à l'autre, mais si on est trop différents, c'est sûr que les crises vont se polariser, alors qu'on est quelque peu différents, on va rentrer dans des argumentations, dans des conflits qu'on va pouvoir plus facilement apprendre à gérer parce qu'on n'est pas trop loin. D'accord. Au niveau psycho-émotif, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau socio-économique, etc., etc. Alors là, ça j'entends, mais je me dis toujours, comment on fait pour faire une rencontre? Non mais je le dis parce que je rencontre du monde avec la profession que je fais. Oui. Je vois beaucoup de monde. Alors, est-ce que c'est moi qui me mets dans l'inconscient, dans une forme de peur ou dans une forme de j'en sais rien? Non, il s'agit de regarder autour de soi qui nous regarde et qui nous sourit. Et on utilise des approches. J'aimerais beaucoup faire votre connaissance, madame. Je peux même dire, je me sens un petit peu mal à l'aise de vous aborder ainsi, mais j'aimerais beaucoup faire votre connaissance. Et là, bon, en échangeant, en communiquant, on peut voir si on est compatible. Si on est approprié, comme je dis. Il ne faut pas chercher une âme sœur. L'âme sœur, l'homme parfait, là, toujours disponible pour vous, toujours gentil. Il s'en va quand vous n'avez plus besoin de lui, il est là quand vous avez besoin de lui. Et en plus, il communique. Oh, c'est pas beau, ça. Il parle. Non, c'est extraordinaire. Mais c'est l'homme qui le glisse dans votre tête, ça, parce que les hommes veulent avoir la paix dans un couple. Alors, moi, si je dois dire, je suis pour de me dire que l'homme et la femme ne sont pas faits pour dormir dans la même chambre. Ah, moi je dirais plutôt que les hommes et les femmes ne sont pas faits pour vivre ensemble tout le temps. Je suis tout à fait d'accord. 25% du temps. Je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'on va être dans la fusion totale et toujours partager le même lit, ou si les deux sont d'accord pour avoir chambre commune et se faire des visites? Mais moi je trouve que c'est mieux. Pourquoi pas? Ben, moi je trouve que si on regarde dans l'ancien temps, comment on faisait? Vous regardez les aristocrates, chacun avait leur chambre. Bon, oui, mais vous allez un petit peu dans les autres. Hein. Oui, mais si on regarde la population en général, toute la famille couchait dans le même lit. Ah oui, non, ça c'est plus embêtant. Là, on ne sait pas ben oui, mais si on regarde l'histoire, il faut regarder pas juste la classe sociale supérieure. Oui, non, il fallait regarder aussi en bas. Il faut regarder partout. Donc, ils ne faisaient pas crac-crac, boum-boum tous les jours. C'est-à-dire, oui, ils le faisaient, mais au vu et au su des enfants. Oui, donc ça, c'est pas vraiment non plus... Ben, aujourd'hui, c'est plus possible, non, hein? C'est pas éthique. Non, ça se fait pas. Non, ça se fait plus. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous préconisez, par exemple, pour un couple, quelqu'un s'est rencontré, blablabla, c'était génial, on a fait crac-crac, boum, super, et puis, au bout d'un certain temps, je donne 3-4 mois, parce que moi, je dis toujours la passion, 4 mois, puis après, on voit une forme de réalité s'installer, se dire, c'est bon, c'est pas bon. Après la lune de miel, il y a nécessairement la lutte pour le pouvoir. C'est ça. Et quand je dis lutte pour le pouvoir, ça ne veut pas dire écraser l'autre, dominer l'autre. Non. J'ai cherché longtemps un symbole pour illustrer le couple, et j'ai trouvé. Dans mon bureau, justement sur une table comme ça, j'ai un damier, avec d'un côté les pièces d'un jeu de dames, et en face les pièces d'un jeu d'échecs. Intéressant. OK? Les femmes, vous jouez aux échecs.
Oui, c'est ça. Parce qu'on ne sait jamais quelle femme nous attend à la maison ou quelle femme va arriver à la maison. Dans quel état hormonal, dans quel état d'humeur elle va arriver. Alors que les hommes, généralement, sont plutôt linéaires. Fait qu'eux, ils jouent aux dames. Alors, quand je trouve quelqu'un qui veut jouer avec moi, dans la lune de miel, ben, on prend le temps de placer nos pièces. Et une fois que toutes les pièces sont placées, il y en a un des deux qui avance une pièce, et l'autre dit, ben non, c'est pas comme ça qu'on joue ici, c'est comme ça qu'on joue ici. Et c'est là où la lutte pour le pouvoir commence, c'est-à-dire que chacun veut imposer à l'autre ses règlements du jeu d'échecs. C'est correct, à s'affirmer. Mais pour être heureux, il va falloir passer de la lutte pour le pouvoir à, sans renier qui moi je suis, je mets mes règlements du jeu de côté et j'essaie d'apprendre à jouer aux échecs. Et ma partenaire va essayer d'apprendre à jouer aux dames. Okay. Alors, si chacun s'affirme et reste ouvert à apprendre les règlements du jeu de l'autre, moi j'apprends le langage féminin, elle apprend le langage masculin, ben à ce moment-là, on peut arriver au partage du pouvoir. Okay. Et le partage du pouvoir, la troisième étape dans l'évolution d'un couple, c'est qu'on invente un troisième jeu, intégrant certains règlements du jeu de dames, certains règlements du jeu d'échecs. Okay. Et là, tout le monde est content. Comme on peut aussi, ben, ce soir, on va jouer aux dames, demain soir, on jouera aux échecs. On alterne le pouvoir, mais l'objectif, c'est d'arriver à pouvoir être le plus spontanément possible en direction de projets communs réalisés, puisqu'un couple, c'est un projet pour réaliser des projets. Tout à fait. Projet de famille, projet de patrimoine, projet d'épanouissement personnel, d'épanouissement professionnel, projet de retraite. Alors, les couples qui se projettent comme ça, dans des projets à court, moyen et long terme, augmentent leur probabilité de rester ensemble. Alors, on m'a expliqué un petit truc que je trouve que c'est assez intéressant. C'est par exemple que l'homme, en général, a une idée bien précise. Oui. Et la femme, elle, je donne un exemple. Hein, par exemple, je pense que vous venez de me dire, oui, alors, demain, je t'offre, pour un petit cadeau, lui offre une montre. Ok. Elle reçoit la montre, elle fait la gueule. C'est pas ça qu'elle voulait. Non. Et puis l'homme, il dit, mais je comprends pas, j'ai voulu faire plaisir, et pourquoi elle fait la gueule? Ouais, on appelle ça la double contrainte. C'est voilà. Et peu importe ce que je fais, je suis jamais correct. Est-ce que c'est ma blouse rouge que tu préfères ou ma blouse bleue? Mais ta blouse bleue, mon amour, t'aimes pas la rouge. Eh oui. Ben, donc elle est vexée. Ben, c'est-à-dire que là, si on est dans la double contrainte continuellement, si chacun, peu importe ce que je fais, je ne suis pas apprécié de l'autre, parce que pour être heureux en couple, il faut satisfaire les besoins légitimes des hommes et des femmes. Et un des besoins humains, c'est d'être valorisé dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. Et si on ne le fait pas, ben... Alors, est-ce que c'est correct si je dis, quand on est un couple et qu'on commence à avoir des petits soucis, c'est d'offrir un carnet à l'autre, chacun a un carnet, et qu'ils mettent toute la semaine ce qu'ils ont pensé, ou les téléphones qu'ils ont reçus, qui a été mal pris, etc. Oui, pourquoi pas. Hein? Mais... Et à la fin de la semaine, d'échanger le carnet, oui. Et puis de rire. Oui, rire. Pourquoi pas. Parce que les couples heureux, chaque couple heureux développe ce que j'appelle leur culture conjugale. Fait de rituels, fait d'activités, fait de routines, parce qu'on ne peut pas l'éviter, la routine. Non, on ne peut pas l'éviter, on est d'accord. Si elle devient ennuyante, il faut en trouver de nouvelles, mais on ne peut pas éviter la routine. Alors oui, ça peut être un rituel qui plaît bien à ce couple-ci, oui. Mais pas nécessairement à celui à côté. Qu'est-ce que vous donneriez comme truc à quelqu'un qui commencerait, enfin un couple qui commencerait à avoir des bisbilles ou d'incompréhension? Ben, premièrement, je leur dis, bienvenue parmi les couples normaux, puisque le couple est un creuset pour générer des crises, pas pour rendre heureux. C'est une illusion, ça, qui nous rend malheureux parce qu'on pense que je vais rencontrer mon âme sœur, on va se parler, on va faire l'amour, et on va être heureux pour le reste de notre vie. Hein? Il la réveilla d'un baiser. Bon, là, aujourd'hui, il faut demander la permission à la princesse, elle est endormie, mais c'est pas... OK. Il la réveilla d'un baiser, il le trouva charmant, ils se marièrent, ils ont 2 enfants aujourd'hui, et vécurent heureux. Fin du tome 1. Ça, c'est la lune de miel. Et le tome 2, ben c'est ça, c'est qu'on se rend rapidement compte que le couple est un creuset pour générer des crises. Et le critère pronostic de l'évolution du couple, c'est comment on va gérer des problèmes insolubles et passer à travers des moments critiques. Fait que des ennuis, c'est normal. Il faut dépathologiser ça. Il faut normaliser les crises du couple parce que chaque crise peut être un moment privilégié de croissance personnelle et conjugale. Absolument, qui peut évoluer dans le bon sens si on est intelligent. Ben oui, toutes les lettres du mot crise se retrouvent dans le mot croissance et aussi dans le mot décroissance. Intéressant. Alors, quelque part, quand il y a une crise, puis que le couple arrive dans mon bureau, par exemple, je les félicite.
d'être en crise. Et qu'est-ce que C'est une occasion privilégiée de découvrir quelque chose, d'aller au-delà de soi. Parce que, comme disent si bien les psychologues, mon partenaire est mon miroir. Fait que mon partenaire, il me renvoie une image plus ou moins déformée de ce que je suis. Et là, ben, si je n'hypothèque pas l'amour parce qu'on n'est pas d'accord, ben, à ce moment-là, on peut, à travers des confrontations, sans que ça devienne des affrontements, s'entraider tous les deux à grandir, à travers des moments difficiles. Difficile. Oui, donc, sans que la relation devienne difficile. Tous les couples, y compris les couples heureux, vivent des moments difficiles, mais la relation ne devient jamais difficile, ne devient jamais toxique. Alors, il y a une chose que je vois aussi en rapport de ce que je vis, puisque je fais, comme vous, parfois des consultations mais différentes, et je me rends compte que souvent, vous avez la femme qui a choisi le père des enfants, mais non pas le mari. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je sais très bien que les femmes, vous avez un double agenda. C'est-à-dire? Un bon garçon pour l'éducation de vos enfants. C'est ça. Et un bad boy pour vous faire vibrer dans vos tripes. C'est pas faux. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord avec vous, là. Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut trouver et le bad boy et le bon gars pour faire de votre amant le père de vos enfants? C'est assez compliqué, ça. Ben, c'est possible, puisque 20% des couples y réussissent. 80% non. D'accord. Il y a quand même 20%. Ben, d'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, 50% des couples divorcent. Oui. Et vous avez mon âge, vous avez probablement entendu parler de la 7e année. Oui, c'est ça. Oui, ça n'est plus la 7e année aujourd'hui. C'est la 4e année. Pourquoi? 50% des couples qui divorcent avant 4 ans. OK. C'est le moment où on a découvert la sorcière et le crapaud. Et souvent, c'est le moment où le fruit de notre amour est arrivé aussi. Donc, 2 crises majeures en même temps. Donc, on sait très bien que le taux de divorce augmente après l'arrivée d'un enfant et 50% des autres couples divorcent après 4 ans, avec une recrudescence au moment où les enfants quittent la famille, parce que de plus en plus de couples vont rester ensemble pour les enfants. Et il y en a qui me disent dans mon bureau, s'il n'y avait pas les enfants, il fait longtemps que je serais parti. C'est exactement ce que j'entends. Ce qui est une excellente raison pour rester là, mais pas la meilleure. Oui, mais c'est pas la meilleure, parce que comment voulez-vous vous épanouir si vous avez des colères, des frustrations? Ben oui, si vous êtes résigné. C'est ça, résigné, et qu'on parle à travers les enfants. Parce que c'est souvent ce qu'on ressent. Oui, ou qu'on utilise les enfants comme monnaie d'échange, comme chantage. Je trouve ça terrible. C'est horrible. Je trouve ça... Tout le monde est perdant dans ce temps-là. Absolument, parce qu'il y a des douleurs et des souffrances en permanence. Qu'est-ce que vous conseillerez pour réussir un couple? Quel a été... C'est très simple. Allez-y. Décider d'être heureux plutôt que de chercher à avoir raison. Ça, c'est... Oh, c'est joli, ça. Ça me plaît bien, c'est tout à fait ma philosophie. Je préfère être heureux et avoir raison, mais... C'est difficile d'avoir les deux. Ça donne quoi d'accepter de perdre une bataille pour gagner la guerre de l'amour? C'est beaucoup mieux. Le bonheur. Oui. OK? Deuxième... Ça n'a pas de prix. Non, ça ne s'achète pas. Non. Deuxième caractéristique des couples heureux à long terme, qui ont décidé d'être heureux plutôt que d'avoir raison, ils se disent 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. Alors que les couples malheureux se font beaucoup plus de reproches que de compliments. Et je trouve toujours important de respecter. Alors je suis tout à fait en accord avec ce que vous dites, puisque j'ai toujours aux gens bravo quand vous avez fait quelque chose, plutôt que de dire ah non, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Non. Là c'était difficile, mais là tu as fait quelque chose de génial. Je veux de l'amour. Voilà. C'est quoi la meilleure stratégie pour obtenir de l'amour? C'est d'en offrir. En général. Mon intérêt le plus égoïste en tant qu'homme, c'est que tous les besoins de ma partenaire soient satisfaits. Okay. Encore faut-il que je connaisse les besoins de ma partenaire. Oui, c'est mieux. Qui est une femme qui n'a pas tout à fait les mêmes besoins que moi en tant qu'homme, même si les besoins des femmes et les besoins des hommes sont des besoins humains. OK? On a tous... Oui, sexualité, communication, sécurité, valorisation, etc. Mais c'est ça. Si je veux, moi, être heureux, je satisfais les besoins de ma partenaire qui va faire des dépôts dans sa banque d'amour pour moi. Oui. Et la banque d'amour, lorsqu'elle est pleine, qu'est-ce qui se passe? Elle se déverse sur moi. C'est pas beau, ça? C'est ce que j'appelle de l'égoïsme altruiste ou de l'altruisme égoïste. Ah, pas mal. Parce que l'amour n'est pas désintéressé. Hein? Non. L'amour, on ne peut pas dire que l'amour est inconditionnel. C'est pas vrai. Avec les enfants peut-être, mais pas ici, il faut que ce soit réciproque. Et puis, il faut qu'il y ait un échange.
Ben oui. Qu'on soit en équilibre par rapport à ça. Ah oui. Sans être donnant-donnant, 50-50, c'est pas possible, ça c'est une illusion, mais au moins que chacun s'implique à 100% dans le 25% que devrait représenter le couple. Wow, c'est pas beaucoup, hein? 25% profession, 25% couple, 25% enfant, et je me garde 25% pour moi, tout seul, avec mes amis, avec les hobbies, ce que j'aime faire. Hein? Parce que vous devez vous nourrir vous-même aussi, ben oui. des gens qui sont différents, que toujours avoir la partenaire. Si tout le monde prenait bien soin de soi et était heureux aussi, il y a Magimel, un écrivain français, qui a dit une phrase que j'aurais voulu avoir écrite, « Le bonheur se trouve seul et se partage ». Je ne peux pas demander à ma conjointe de me rendre heureux si moi-même je ne suis pas heureux. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que j'explique régulièrement d'ailleurs. Et si je ne suis pas heureux, il faut se nourrir. Je risque fort de trouver quelqu'un qui n'est pas heureux. Et qui va vous empoisonner la vie. Et à qui je vais aussi empoisonner la vie. Ouais. Quel a été un exemple, est-ce que vous avez un exemple qui vous a marqué d'une consultation de patient, enfin patient entre guillemets? Ben, il y en a des quantités innombrables. Il n'y en a pas un qui me vient comme tel. Ben, quand je demande à mes clients, ici vous appelez ça des patients, nous on appelle ça des clients, qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans tout le processus thérapeutique qu'on a fait? Et ils reviennent très régulièrement sur votre jeu d'échecs et de dames. Là. Ça nous a fait comprendre beaucoup de choses et ça nous a permis de désamorcer en disant « Ah, c'est ça, tu es en train de jouer aux échecs, là? Hein? » Mais je trouve très joli. L'image est effectivement un jeu de dames et le jeu de... Notre cerveau pense en images. Oui, alors, il faut trouver des images pour réussir à bien se comprendre et à comprendre la dynamique relationnelle. Parce que c'est sûr que 1 plus 1, ça ne donne pas 2. Hein? Il y a toi, il y a moi et il y a nous. Et le nous, il y a des dynamiques, il y a une façon de procéder qui est au-delà de notre conscience, mais sur laquelle on peut avoir quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir, à la condition que vous preniez 100% la responsabilité de vos actions et réactions, et que moi je fasse la même chose. Je ne suis pas responsable de vos actions ou de vos réactions, je suis responsable à 100% de mes actions et réactions. On est d'accord. En Suisse... Qu'est-ce qui vous a motivé de commencer à faire ça? C'est un livre de Pierre Daco dans les années 60, au début des années 70, qui s'appelait « Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne ». Le livre vient d'être réédité, je l'ai vu 50 ans plus tard, il est réédité parce qu'il y a des choses probablement qui ont dû être mis à jour aussi, là, et « Les triomphes de la psychanalyse ». Okay. C'est 2 livres qui ont orienté non seulement ma carrière, mais aussi ma vie. Parce qu'on ne peut pas parler de psychologie sans l'appliquer à soi-même. Alors ça, je suis absolument d'accord. C'est ce que je dis toujours aux gens. Appliquez-vous d'abord avant de donner des leçons aux autres. Changez votre perception du monde et le monde va changer. Ça là-dessus, je suis d'accord. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse aussi, donc on parlait du couple, on parle aussi d'amour, la sexualité. Oui. Et je constate énormément de soucis par rapport à ça, mais qui ne sont pas dits par les femmes. Ou qui le disent entre elles, mais pas nécessairement au compagnon à qui ça ne convient pas. Souvent, si vous dites à votre compagnon, il se sent insulté, il embarque sur la défensive et il contre-attaque. C'est ça. Oui. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Oui. Ben, c'est parce que les hommes et les femmes, on a des sensibilités qu'on ne connaît pas de l'autre. Et les hommes qui vont associer leur virilité à leur performance sexuelle, c'est sûr et certain que si vous osez toucher un petit reproche, c'est sûr qu'il faut que les hommes apprennent à lâcher prise par rapport à ça et qu'ils acceptent d'être influencés par leur sorcière. Donc, forget. Et pourquoi une sorcière? Ben, le mot sorcellerie, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, c'est juste en sorcellerie. Sagesse et connaissance. D'accord. C'est un mot latin qui veut dire sagesse et connaissance. Pourquoi vous avez écrit l'amour? Quels sont devenus les sorciers et les sorcières du temps? Ils ont été brûlés? Non, ils sont devenus des médecins et des pharmaciens. Ah, d'accord. C'est ça, les sorcières du temps qu'on brûlait, c'est parce qu'elles concoctaient des remèdes qui faisaient des miracles. Alors, il y avait seulement l'Église catholique, hommes, qui avait le droit de faire des miracles. Donc, c'était une représentante du démon, on les brûlait pour ça. Donc, on brûlait les personnes. Oui. Alors qu'aujourd'hui, la médecine fait des miracles. Pourquoi vous avez écrit le livre « Guide pratique pour une sexualité épanouie après 50 ans » Parce qu'on fait moins l'amour après 50 ans? Ben, c'est parce que l'homme, à 14 ans,
son chalumeau s'allume. Ça, oui, il s'allume bien d'ailleurs. Il a juste à taper dessus, ça marche tout seul. Il ouvre le gaz, met l'allumette, puis il est parti. C'est ça. Et jusqu'à 30 ans, ça se maintient, puis ensuite, tranquillement, ça descend. Son taux de testostérone diminue. Et pendant ce temps-là, la jeune femme à 15 ans, généralement, elle n'est pas dans la masturbation, etc. Non. Elle est dans le rêve, la romance, etc. Ouais. Et souvent, sous l'influence de son partenaire, entre 15 et 30 ans, les femmes vont développer, pas toutes, développer leur érotisme, développer leur sexualité. Et généralement, c'est entre 30 et 45 ans que vous êtes au summum de votre sexualité, particulièrement génitale. Oui. Et c'est autour de 45 ans que les hommes et les femmes sont les plus près l'un de l'autre, parce que l'homme dont la génitalité a diminué se trouve moins tyrannisé par cette puissance-là, par cette intensité-là, et davantage ouvert à tout le monde de la sensualité. Là où la femme, qui au départ était beaucoup plus ouverte à la sensualité, a développé sa génitalité et elle est devenue sexophile. Ah. Elle aime ça maintenant. Donc, elle peut vouloir du sexe pour le plaisir de la chose et non seulement comme signe d'amour ou de reconnaissance. Oui, absolument. Ah oui? Mais je pose une question qui m'a toujours un peu frappée. C'est qu'on constate maintenant que les femmes, elles sont beaucoup plus indépendantes que les hommes par rapport à la sexualité, plus indépendantes dans le sens qu'elles ne veulent plus, même à 30 ans. Pas juste au niveau de la sexualité, hein. De la vie en général. De la vie en général. Les jeunes femmes sont, c'est mon observation, plus jeunes, les jeunes femmes sont davantage dépendantes émotives. Oui. Elles ont besoin d'un quelqu'un pour les sécuriser, elles ont besoin d'un mâle génital. Et à partir du moment où elles réussissent à leur mission biologique de mère, et en plus, si elles réussissent au niveau professionnel, oui. Au fur et à mesure qu'elles vieillissent, elles prennent du pouvoir sur leur vie, elles développent une certaine autonomie, et souvent, monsieur qui voit son taux de testostérone diminuer, commence à douter de lui, et c'est souvent les hommes plus âgés qui deviennent dépendants émotifs, alors que madame devient plus contre-dépendante émotive, plus autonome. Oui, c'est ce qu'on constate effectivement. D'où l'expression « veuve joyeuse ». Vous avez déjà entendu l'expression « veuve joyeuse » ? Oui, absolument. Jamais, jamais veuve joyeuse. Veuve joyeuse, oui. Mais pas veuve. Non. Non, non, veuve. Non, non. Non, non, on entend veuve joyeuse, mais jamais veuve. Effectivement, j'ai pas compris, vous avez raison. Oui, et donc, mais on entend, par exemple, vieux cochon. Plus facilement. Ben oui. Il faut ce qu'il faut. Hein. Ben, c'est ça. Mais, en revanche, au moment maintenant, dans notre ère, je constate une chose étonnante, c'est que beaucoup d'hommes, à partir de 30 ans, ont des problèmes d'érection, de sexuelle. Tout homme peut avoir des problèmes d'érection. Oui, plus maintenant qu'avant. Mais s'il n'est pas bien centré, s'il n'est pas, je dirais même égoïste, parce que l'homme qui a des problèmes d'érection, c'est parce qu'il n'est pas assez en contact avec sa propre sexualité, sa propre excitation. Il est trop centré sur l'autre, il veut trop plaire à l'autre. Et c'est sûr qu'à 18 ans, on est au summum. Là. Regarde, toutes les femmes peuvent être des objets sexuels pour un homme à cet âge-là. Là. Mais à partir de 30 ans, comme la libido diminue, il devient de plus en plus sensible à toute la dimension relationnelle. Et s'il se préoccupe trop du plaisir de madame, qui est capable de prendre son plaisir en main puis d'aller chercher son plaisir, hein, d'utiliser l'homme aussi comme un objet sexuel, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut faire peur à des hommes qui sont pas tellement bien centrés. Oui, qui sont pas très autonomes. Qui manquent de confiance en eux, c'est ça. Surtout. Et qui veulent se mettre au service de la femme, pour lui faire plaisir. Alors, ils s'oublient. Et parce que le cerveau de l'homme ne peut pas faire deux choses en même temps. Pas comme la femme. Non, pas du tout. Faire deux. Oh oui, oui, j'ai une boule électrique qui est toujours en train de... Alors que nous, c'est un télescope, une seule chose à la fois. Oui. Donc, je ne peux pas être centré sur le plaisir de madame et sur le mien. Moi-même. D'accord. Donc, ça explique beaucoup de difficultés érectiles chez les hommes. D'accord. Donc là, je vois que vous avez fait Chérie, parle-moi, par exemple, 10 règles pour faire parler un homme. C'est tellement facile de faire parler un homme. Ah. Et contrairement à la croyance populaire, les hommes parlent autant que les femmes. Oui, ça c'est vrai. Mais pas des mêmes sujets. Non. Puis pas dans le même contexte. On est bien d'accord. Dans l'intimité, là où les femmes voudraient beaucoup parler, monsieur veut se reposer. Il veut la paix. Il veut du silence. Okay? Il veut se centrer dans son plaisir. Ben oui, il veut récupérer ses forces pour repartir à l'action par après. Une des règles principales, avant de vous adresser à votre partenaire,
attirer son attention en le touchant. OK. Il est en train de lire son journal. Hein? Vous le touchez. Oui. Et là, vous posez une question qui fait appel à ses compétences. Les hommes adorent se sentir utiles. C'est vrai. Si vous dites, hey, il faut que je te parle, on a invité des couples en laboratoire de l'amour, qu'on a appelé. Laboratoire de l'amour. Oui, un Love Lab aux États-Unis. Okay? Et des hommes et des femmes, des couples. Et cette équipe de psychologues a suivi 450 couples sur une période de 14 ans. Et on les a mis dans des situations de scènes de vie quotidienne. Et on les a observés, filmés. Et en plus, on leur a mis des électrodes sur la tête, des électrodes sur le cœur. On a pris des prises de sang régulièrement. Dès que madame dit quelque chose comme « Chérie, il faudrait qu'on se parle », quand vous dites ça, les hommes ont 3 réponses. De quoi veux-tu que je te parle? Qu'est-ce que j'ai encore fait de travail? Et tu vois pas que je suis occupé? C'est ça. Okay. Mais il ne rentre pas dans la conversation de ce qu'elle veut. Dépendant du ton sur lequel c'est dit, « Chérie, il faudrait que je te parle », on constate que le rythme cardiaque de monsieur augmente de 10 à 20 battements à la minute. C'est beaucoup. Oui. Que sa pression artérielle fait un bond. D'accord. Et que son cerveau sécrète de la vasopressine, qui le met en état d'alerte. OK. Là, hop, il se sent, à tort ou à raison, il se sent attaqué. Et devant une attaque, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se défend. Et la meilleure défensive, c'est la contre-attaque. Donc, monsieur va commencer à argumenter, se justifier, expliquer. OK? Et quand il se rend compte que ça ne donne rien, parce que, madame, vous avez le sens de la parole et des facilités verbales et des capacités d'aller chercher dans votre tête tous les souvenirs des conneries qu'il a faites dans les 10 dernières années. Oui, alors ça, par contre, je trouve idiot. Moi aussi, mais quand même. Parce que c'est pas comme ça qu'on construit un couple. Oui, on est alors, quand monsieur se rend compte que ça ne donne rien d'argumenter, ça ne donne rien de discuter, qu'est-ce qu'il fait? Et, oh, surprise! C'est là le rythme cardiaque de madame augmente de 10 à 20 battements à la minute. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que... Il bloque. Non, madame se sent rejetée. Quand monsieur se replie, se retire dans le silence, ou s'en va. Les hommes croient qu'ils peuvent acheter la paix pour le silence, alors que c'est la pire des violences psychologiques qu'un homme inconsciemment et même amoureux va faire à sa partenaire. Ça, c'est tout à fait. Et on a les preuves, des données probantes, puisque dans ce laboratoire-là, quand monsieur coupe la communication, le rythme cardiaque de madame augmente, sa pression artérielle augmente et son corps sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Impressionnant. Alors... Et l'antidote au cortisol, c'est l'ocytocine que vous produisez quand vous êtes en relation. OK. Alors, vous ne voulez pas que monsieur s'en aille. Vous essayez de retenir monsieur. Et qu'est-ce qui se passe pour monsieur? Son rythme cardiaque augmente, sa pression revient, son stress augmente. Fait que, schismogenèse complémentaire. D'accord. Escalade. C'est complémentaire qu'il faut retenir. Okay. Un schisme, la naissance d'une crise, la naissance d'une dispute dont les deux sont co-responsables, qui fait qu'à un moment donné, ça va exploser dans la violence verbale et malheureusement, pour certains couples, dans la violence physique. Malheureusement. En ce moment, je trouve qu'il y a d'ailleurs beaucoup de cas de violence physique. Oui. On en parle de plus. On en parle plus. Oui. Peut-être parce qu'on en parle plus, vous avez raison, et qu'avant... Il n'y en a pas nécessairement plus avant, mais on en parle plus aujourd'hui. Et c'est correct. Oui, et puis je trouve terrible. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un couple? Comment communiquer, en fait? Une bonne question. Beaucoup de couples arrivent dans le bureau en disant « nous avons un problème de communication ». Et je peux vous dire, après 40 ans d'observation, d'écoute et d'aide, les couples n'ont aucun problème de communication. Ils ne savent pas communiquer, non? Non, ils savent très bien communiquer. Sauf qu'ils ont 3 préjugés ou 3 difficultés reliées à la communication. Eliane, si après discussion on se rend compte qu'on n'est pas d'accord, hein? Est-ce qu'on a un problème de communication? Non, ça. Ben non. Non, puisque on sait... Vous avez été franche, honnête, vous avez dit exactement là où vous étiez, j'ai fait exactement la même chose. On n'a pas un problème de communication, on a un problème de consensus. On n'a pas les... On n'est pas d'accord. Est-ce qu'on peut continuer de s'aimer pareil? Oui. Ben oui, on peut continuer d'être amis ou d'être amoureux. Tout à fait. Même si on n'est pas d'accord. Et c'est une des caractéristiques des couples heureux à long terme. Ils se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords à vie. Et les sujets sur lesquels ils savent qu'ils ne seront jamais d'accord, ils les évitent.
Voilà, on ne les aborde pas. Deuxièmement, deuxième difficulté reliée à la communication, qui n'est pas un problème de communication, c'est à chaque fois que je vous rencontre, je vous parle des conneries que vous avez faites. Je vous parle de vos défauts, de vos faiblesses. Vous allez me renvoyer quoi? Je vais certainement vous attaquer. Autant de merde que je vous ai donné. C'est ça. Alors, les couples malheureux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils brassent la merde. C'est ça. Le contenu de la communication est merdique. Ouais. Donc, ça n'a aucun intérêt. Non. Ce qu'on a constaté chez les couples heureux, c'est qu'ils se disent 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. Mon ami Jacques Salomé, que vous connaissez, oui, que je connais, a parlé de la communication de klaxon. Klaxon? Oui. Ah! Tu, le tu, la communication. J'ai eu une bonne discussion. Ah, pas mal, ça. Oui, c'est une belle phrase, oui, mais elle est complètement fausse. Pourquoi? Parce que c'est pas le tu qui tue la communication, c'est ce qui vient après le tu. T'es si belle, t'es si débrouillarde, t'es si gentille. T'es conne ou quoi? T'es frigide? Oui. Hein? Tu comprends jamais rien? Mais non. Ben non? Con. T'es con? Comme dirait l'autre. Ben oui, t'es con. C'est ça le problème. Tu te rends compte ce que tu as fait? Et puis hier tu m'as fait ci, puis hier tu m'as fait ça, et tu m'as pas donné... Et Jacques Salomé, avec qui j'ai parlé de tout ça, a accepté de signer la préface de mon livre, qui sont ces couples heureux. Il a écrit une très belle préface, avec tous les mots qu'il sait utiliser, des tournures de phrases. C'est une belle phrase, le tu, la communication. Mais c'est pas vrai. Joli, oui. Et l'observation des couples heureux nous démontre qu'ils n'utilisent pas les principes, même si c'est un beau concept, les principes de la communication efficace ou de la communication non violente. Ils font de la communication harmonieuse. Ils se disent 5 à 10 fois plus de compliments que de reproches. Donc. Et le troisième problème relié à la communication, qui n'est pas un problème de communication, si je dis à ma blonde, comme on dit chez nous, « Chérie, je t'aime », et qu'elle me répond « Oui, mon amour, moi aussi je t'aime », puis moi, je m'approche d'elle, puis je commence à la caresser. Quelle femme n'a jamais dit dans sa vie « Est-ce moi que tu aimes ou juste mon corps? » Qu'est-ce que monsieur a voulu dire quand il a dit « Chérie, je t'aime » ? Ben, il avait peut-être envie de faire l'amour. Ça voulait peut-être dire « je te désire ». Voilà. Mais madame, elle a compris que tu as de l'amour, tu as de l'affection, tu as de la reconnaissance pour moi. Ouais. Donc, c'est l'interprétation des mots qui est le troisième problème relié à la communication. Problème de consensus, problème de contenu, problème d'interprétation des mots. C'est pas des problèmes de communication, c'est pas un problème de communication. Mais c'est exact. Ouais. On ne comprend pas les mêmes mots. De toute façon, on ne peut pas ne pas communiquer. Non. Même le silence est une forme de communication. Ça peut vouloir dire, je me sens tellement bien à côté de toi que... J'ai pas besoin de parler. Juste me coller, ça. Oh, c'est mignon. Voilà. Ça me va bien. Donc, le prochain livre, Yvon Dallaire, quel est le prochain? Parce que je sais que vous en avez un qui oui, ça bouillonne toujours là-dedans. Là. Oui. Quel sera-t-il? Ben, j'aimerais beaucoup parler des célibataires dans le style vivre seul et heureux pour mieux vivre à deux. Parce que l'observation des couples heureux nous a démontré qu'ils étaient célibataires heureux. Et à mon avis, la plus belle phrase d'amour qu'on puisse dire à sa partenaire, à son partenaire, « Chérie, quand je suis avec toi, je suis heureux. Et quand je suis sans toi, je suis heureux. » C'est pas mal. Je trouve qu'on a... Mais beaucoup de gens trouvent ça difficile à avaler. Non, moi je trouve ça très bien. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de son indépendance. Oui. On dit toujours qu'il faut un jardin secret. Oui. Et que l'autre n'a pas besoin de savoir son jardin secret. Exactement. On a besoin d'avoir des amis que l'autre n'a pas besoin nécessairement d'apprécier, mais qui nous fait plaisir, parce qu'on doit se nourrir. Exact. Mon bonheur ne dépend pas de toi. Exact. Mais c'est avec toi que je voudrais m'investir. Si toi aussi, tu es d'accord. Tu es d'accord. On est d'accord. L'amour est une décision. À deux. La passion est une impulsion sur laquelle on a peu de pouvoir. Je ne peux pas décider que cette femme-là va m'exciter, puis pas l'autre, même si l'autre est... Tout aussi désirable. Oui. Mais il y a peut-être le petit truc qui fait que... Qui est au-delà de notre pouvoir. Voilà. Eh bien, Yvon Dallaire, moi je trouve que cet échange a été fort intéressant. Et surtout, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu les livres, où on peut les trouver d'abord. Par exemple, Chérie, parle-moi, 10 règles pour faire parler votre homme. Généralement, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies. D'accord. Et pour les plus jeunes qui aiment des livres... Allez sur Internet. Mes livres sont numérisés.
D'accord. Ah, ils sont numérisés. Oui, tous mes livres sont numérisés. Et vous pouvez les commander dans n'importe quel FNAC. Votre libraire du coin peut les commander. Parce qu'ils sont diffusés. Donc on peut les trouver également sur Internet, Yvon Dallaire, en mettant votre nom. YvonDallaire.com, tout simplement. YvonDallaire.com. Et puis Dallaire, D-A-2-L-A-I-R-E, c'est important. J'invite tout le monde à aller s'inscrire sur mon site Internet, puisque j'envoie chaque semaine une chronique sur le couple, gracieusement. Oui, et ça c'est génial. Et puis on va surtout vous voir au Salon du Bien-être, donc j'aurai le plaisir, et nos visiteurs auront le plaisir de vous voir. Ça me fera plaisir de vous rencontrer. Voilà, le 5 octobre de cette année 2018, au Casino de Montreux, bien sûr. Et vous allez nous parler du couple et on fera une petite table ronde où on va pouvoir faire un bel échange. J'adore la Suisse, j'adore les Suisses. Et puis nous, on a eu un énorme plaisir dans cet échange. Merci beaucoup, Yvon. Bienvenue, Eliane. À bientôt. À bientôt.